salon est à sa 22e édition, donc il est bien installé dans le paysage et je pense que pour le Maroc, c'est un moment important de la vie culturelle qui permet le rayonnement de la culture et c'est un moment de partage où les éditeurs, les auteurs, le grand public est présent pour célébrer le livre. Depuis 22 ans maintenant, le ministère de la Culture, en étroite collaboration avec ses partenaires, l'Union des éditeurs marocains, l'Office des foires et des expositions, avec d'autres partenaires institutionnels, les associations, organise de façon régulière et avec l'accumulation de l'expérience et de nouveautés chaque année à ce rendez-vous qui est incontournable pour des centaines de milliers de visiteurs. Donc pour nous, c'est un moment important de la vie culturelle du pays. Après avoir engrangé cette année une rentrée littéraire, le Salon du Livre s'impose parmi d'autres salons du livre du monde en tant que je fais partie, disons, du top 10 mondial quand même. C'est non seulement un moment important, mais une manifestation de grande envergure. Vous savez, moi j'ai accompagné ce salon depuis la première année, on est à la 22e édition, mais il a été lancé en 1987, parce qu'il y a eu un arrêt, puis il y a eu une fois sur deux, mais ce salon a toujours été, par ces hommes, par ces écrivains, par ces éditeurs, un endroit incontournable pour, malgré la faiblesse, malgré la production marocaine, il était un lieu, comme a dit Slimrini, incontournable, il fallait venir. C'était un petit peu le rêve et le souhait de tout éditeur et de tout auteur pour dire enfin un salon. Et ce salon a vu le jour, comme j'ai dit, en 87. Et il a grandi avec le temps, il y a encore des défauts, mais il y a beaucoup de qualités, et il s'est amélioré. Et moi qui suis un grand voyageur, j'ai fait cette année, pour la petite histoire, 16 salons à travers le monde, et je viens d'arriver du dernier salon où j'y étais, c'était la semaine dernière, donc c'était le salon du Caire. Je n'aime pas faire de critiques, je n'aime pas le label « Nous sommes les plus beaux » ou la HADA, mais le salon de Casablanca est un salon digne d'être un salon où les gens viennent parce qu'il y a des possibilités de coopération, il y a des possibilités de recherche, il y a des possibilités de coédition, il y a des gens qui commencent à venir de plus en plus intéressants. Et en plus, cette année, la nouveauté, c'est le hub international qui ne peut pas se faire dans plusieurs pays, mais qui se fait, le choix a été porté sur Casablanca pour le continent africain, et ce hub représente, avec la venue, grâce au ministère de la Culture et à l'ambassade de France, nous avons invité 13 éditeurs de différentes régions du monde, c'est-à-dire la Chine, le Brésil, 13 éditeurs. Et nous avons invité, parce que le problème que nous avons, tous les pays subsahariens ou les pays du monde arabe, quand on se précipite à Francfort, il faut reconnaître et le dire, on ne peut pas accéder à ces agents littéraires qui ont leur planning déjà arrêté depuis 1 an. Le but de cette opération que nous avons lancée, comme je l'ai dit, grâce au ministère et à l'ambassade, c'est de faire venir 10 agents littéraires, parmi les plus importants. Au préalable, j'aimerais bien dire que tenir un salon de cette envergure est une excellente chose en soi. Cela permet évidemment des rencontres, la proximité des personnes intéressées, que ce soit des professionnels pardon, ou des visiteurs, d'être dans le voisinage du livre, de la culture de façon générale, et puis d'en profiter, parce qu'au final, c'est une manière aussi de réformer l'homme marocain, son esprit, et en soi, c'est une excellente chose. Alors pour des éditeurs jeunes comme la maison d'édition que je représente, mais on n'est pas les seuls, évidemment. Il y a un petit groupe d'éditeurs qui naissent depuis 1 an et demi, 2 ans, et qui aujourd'hui veulent se retrouver dans cette galerie des éditeurs chevronnés qui sont installés légitimement parce que ce sont des éditeurs historiques. Alors toutefois, l'ambition, je crois, des initiateurs du salon, c'est de professionnaliser justement le métier et par conséquent, il faut aller, je crois, pleinement dans cette ambition
À mon sens, ce n'est pas encore réalisé. Nous sommes dans une période transitoire. Il faut encourager ce salon, mais il y a évidemment des remarques à faire aussi bien au niveau de l'organisation que du contenu. D'abord, c'est le fruit d'un partenariat qui est gagnant, un partenariat public-public entre l'OFEC et le ministère de la Culture, mais aussi public, OFEC, ministère et le privé, avec les éditeurs. Et c'est un salon qui est à la fois un salon sectoriel, mais un salon grand public. En général, quand on parle d'un salon grand public, c'est un salon commercial, ce qui est le cas. Mais aujourd'hui, et ce qu'a dit Seltani est extrêmement important, c'est que c'est un salon sectoriel qui se professionnalise. Et à l'instar d'autres secteurs où l'on fait focus sur les donneurs d'ordre, ce qui est important, c'est ce qu'il y a derrière le salon, ce qui se passe après le salon, les partenariats qui sont noués, les chiffres d'affaires qui sont faits. À ce niveau-là, l'initiative qui a été prise cette année de professionnaliser et d'aller vers un côté professionnel de rencontres B2B est extrêmement important pour se professionnaliser. Et je crois que c'est ce qui fera de ce salon, pour moi, le premier salon, c'est l'objectif, premier salon africain. Je pense qu'il l'est déjà de par sa nature, sa beauté, la manière dont il est organisé, même s'il y a encore des choses à améliorer. Mais je pense qu'il se positionne déjà en tant que leader sur l'Afrique. Je pense que ce qui manquait, c'était ce côté professionnel business. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est une étape, c'est une marche qui est franchie, c'est un palier qui est franchi, qu'il faut évidemment développer. Il faut qu'il y ait l'offre derrière, il faut qu'il y ait l'adhésion, il faut qu'il y ait le savoir-faire, parce qu'on n'attaque pas des marchés internationaux comme ça. Et je pense que la volonté est là. Et pour moi, c'est quelque chose qui aujourd'hui est important. Et ça va aussi concrétiser le fait que le Maroc continue, même dans ce domaine, à jouer son rôle de hub de triangulaire entre les pays du Moyen-Orient et l'Afrique, l'Europe et l'Afrique et l'Europe, etc. Je crois que ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. Il y a un dernier volet qui ressort et qu'on oublie souvent, qui est généré par ce salon, mais par d'autres salons, ne serait-ce qu'à voir le nombre d'étrangers qui viennent, que ce soit en tant qu'exposants, en tant que visiteurs, c'est le développement du tourisme d'affaires. Ce qu'il représente comme activité économique pour la ville, pour le pays, dans le cadre du tourisme d'affaires. C'est des milliers de nuitées pour Casablanca, c'est des billets d'avion, c'est des repas de restauration, c'est du transport. Et en général, dans le secteur, nous, des foires, cette activité-là qui est générée en marche, c'est le 2/3 de la valeur ajoutée d'un salon. Trois précisions qui sont importantes. Le salon accueille à peu près 100 000 et plus de titres. Sur les 100 000, nous avons une répartition. Vous avez cette base de données qui est disponible pour le public. Oui. Les livres, je dirais, à consonance religieuse, tournent autour de 7%. Donc on a 7%. C'est dans un pays où l'État est musulman, de par sa constitution ou de l'importance de la religion, je pense que c'est une moyenne qui est tout à fait honorable et recevable. Par ailleurs, nous disposons, dans l'organisation du salon, d'un comité, d'une commission interministérielle qui a un droit de regard sur les titres, afin d'éliminer les titres qui appellent à la haine, au racisme, à l'antisémitisme, au radicalisme, à la violence, et tout ça, parce que nous ne voulons pas que notre pays soit interpellé à l'étranger, et nous voulons également que notre jeunesse n'accède pas à, c'est pas une censure, mais c'est une forme d'autodéfense. Si nous voulons garder la vous savez, dans le contexte dans lequel on est, Sa Majesté qui a appelé justement à réformer l'éducation de l'islam, à faire très attention dans le contexte. Est-ce que là, il y a une attention particulière? Je rebondis juste là-dessus, après on passera, mais une attention particulière, 100 000 titres, bon, 7%, ça doit être un peu plus facile de contrôler, mais est-ce que c'est vrai que là, il y a une attention particulière? Il y a un contrôle exhaustif, titre par titre, donc cela se fait sur plusieurs semaines, donc c'est un travail qui est de longue haleine. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose qui me semble être importante, c'est le nombre d'activités. Il n'y a pas seulement que le business, c'est pas vrai. Le business existe, et le salon est fait pour ça également, mais le ministère organise de par lui-même plus de 140 activités. Vous avez en moyenne 13 activités par jour. Des tables rondes, des rencontres, les meilleurs auteurs du pays, de l'étranger, on invite. Même l'année dernière, on a invité le broker, il y a le prix mondial de la poésie d'Al-Ghana.
c'est un florilège d'activités où les meilleurs parmi la crème de la crème est là et qui a un contact direct avec nos intellectuels, avec le large public, etc. Donc, et je ne parle pas des autres institutions, qu'il s'agisse des ambassades, des instituts, des associations, d'autres institutions publiques, etc., qui chacun dispose d'un programme propre. Donc, le salon, de ce point de vue-là, remplit sa mission de salon. Je vous fais réagir par rapport à cette téléspectatrice qui dit que les maisons d'édition marocaines sont frileuses ou peureuses. Vous sentez vraiment? Alors, pas du tout, pour la simple raison qu'il faut qu'elles viennent sur le salon pour qu'elles voient ce qui se passe. Il faut qu'elles sachent qu'il y a une évolution. La première rentrée littéraire qui a été faite le 10 novembre, c'est 173 nouveautés. C'est une première au Maroc. Deuxièmement, le salon, vous allez voir des livres, parce que aussi j'ai entendu tout à l'heure, tu as parlé de quelqu'un qui dit le livre est trop cher. Oui. C'est un slogan qu'on répète. Oui, qu'on revient très souvent. Les livres marocains, dans les deux langues, ça va de 10 dirhams à moins de 100 dirhams. Et je peux vous dire qu'un livre à 10 dirhams, c'est même pas le coût du papier. Alors qu'on arrête de nous répéter « Ah, le livre, on ne lit pas parce que le livre est cher ». Le livre n'est pas cher. Le problème que nous avons, c'est pourquoi il y a autant de monde qui viennent? Parce que c'est l'événement de l'année. Il n'y a rien. Et puis d'un seul coup, il y a un salon. Un salon de 10 jours. Les gens viennent. C'est pour ça que je dis les 250 000. Ce n'est pas les 250 000 visiteurs ou 300 qui viennent acheter. Si on a 5 ou 10%, mais c'est magnifique. C'est initier. Faire connaître des auteurs qui sont là en chair en os. Montrer qu'il y a de la production marocaine. Et autre chose que je voulais dire tout à l'heure, on a parlé, les premiers salons, on avait plus de 25-30 éditeurs par pays étranger qui venaient parce que pour eux, c'était le marché. Il fallait venir, il fallait inonder le marché. Maintenant, ils viennent de moins en moins. Et pourquoi on a lancé cette idée d'un hub et une cession de droits? Parce que le livre marocain, il commence à se mettre debout pour qu'il puisse être aussi, et il a cette valeur, d'être exporté à l'étranger à travers ses auteurs. Je voudrais agir sur 2 points. Le premier, c'est concernant les infrastructures. Ouais. Sur les infrastructures, effectivement, nous avons des infrastructures anciennes qui datent de 1953 et qui, aujourd'hui, qui sont quand même patrimoine et qui sont très belles et beaucoup d'exposants viennent et adorent exposer sous cette coupole. Maintenant, elle n'offre pas tous les aspects techniques modernes et je pense aujourd'hui, il est acquis que dans le cadre du développement... C'est une coupole en portance, il n'y a pas de pilier. Il n'y a pas de pilier, c'est 2 hectares sans aucun pilier intermédiaire. Donc, et aujourd'hui, dans le cadre du plan de développement de Casablanca, qui a été présenté à Sa Majesté, il y a le projet d'un grand parc d'exposition. Je voudrais, et aujourd'hui, nous faisons des prouesses énormes pour faire les rendus que nous faisons avec les moyens techniques dont nous disposons. Et je voudrais réagir, compléter ce qu'a dit Monsieur le Secrétaire Général, c'est que parmi les efforts qui ont été fournis, et je pense que c'est juste une omission de ça, c'est aussi les partenariats que le ministère a noués avec une autre entité du même département du commerce extérieur qui est Maroc Export, pour accompagner les éditeurs dans des salons à l'international, et ça ne fait pas à l'étranger. Et aujourd'hui, le livre est une niche qui a été présente à Maroc Export, grâce à Maroc Export, sur 3 salons à l'international. On est passé très rapidement sur la question sans la traiter, c'est celle de la diffusion, parce que c'est extrêmement important entre l'éditeur et le récepteur de ce même livre. Ça, c'est un point essentiel. Bon, on l'a dit, le deuxième on a souligné le nombre très faible de librairies. Le deuxième point qui me semble essentiel, sur lequel on pourra revenir, c'est le rôle des médias aussi. C'est extrêmement important, mais celui qui est quand même urgent, c'est la place du livre dans l'école publique marocaine. Parlons de la campagne de solidarité. On en est à la 18e édition, toujours avec le même slogan, unis pour aider les démunis. Qu'est-ce qui a aujourd'hui déterminé le choix du thème de cette année? Oui, merci beaucoup. En effet, la campagne nationale de solidarité a été lancée par Sa Majesté, comme vous venez de dire, hier, du 15 au 25, à Salé, et par la même occasion, l'inauguration du centre d'insertion et d'aide par le travail. Cette année, la Fondation Mohamed V pour la solidarité a choisi la thématique des personnes en situation de handicap mental, notamment la problématique de l'intégration professionnelle de cette tranche de population qui a été pendant longtemps, qui a subi pendant longtemps
ces difficultés d'avoir un accès au marché de l'emploi et à la formation professionnelle. C'est encore le cas. Hein. Voilà, c'est encore le cas. Bon, il y a des initiatives, il y a des choses, disons, qui ont été faites, bon, mais il reste beaucoup à faire. Donc cette année, comme je disais, c'est l'intégration professionnelle des personnes en situation de handicap mental. La Fondation donc, a lancé cette thématique pour justement tirer l'attention du grand public, des décideurs, des citoyens sur cette question des personnes en situation de handicap mental et qu'il faut maintenant qu'on s'arrête, qu'on dise voilà, que peut-on faire pour pouvoir améliorer l'accès à ces personnes, d'abord à une éducation appropriée, parce que jusqu'à maintenant, en ce qui concerne l'éducation, il n'y a rien de structuré, et ensuite à une formation professionnelle appropriée et adaptée à leur type d'handicap qui est le handicap mental. Et le handicap mental, bien sûr, que ce soit au niveau national ou au niveau international, il y a des critères précis pour que cette formation professionnelle puisse aboutir à sa finalité, qui est l'intégration professionnelle. Il y a un certain nombre de stigmas qui entourent le handicap mental. Ces stigmas sont basés sur une vision biaisée du handicap et basée sur l'incapacité. Ce qui fait que pendant des siècles, on a, et bien sûr des décennies aussi, on a pensé que les personnes avec handicap mental sont incapables d'effectuer un travail intellectuel, d'apprendre déjà à l'école, mais aussi, ça c'est la perception. Et cette perception conduit à des comportements et les comportements conduisent à des situations d'exclusion. D'ailleurs, le Conseil national des droits de l'homme a également fait une étude sur l'employabilité des personnes en situation de handicap l'année dernière, elle vient de sortir. Et parmi les obstacles majeurs que nous avons relevés durant cette étude, c'est l'obstacle du manque d'information et de sensibilisation par rapport à cette connaissance du handicap et des capacités et une vision basée sur la capacité et non pas sur l'incapacité. Ceci d'une part, mais aussi le problème de l'information sur les types de handicap et les possibilités et les moyens et les leviers pour que ces personnes en situation de handicap puissent avoir des opportunités égales à leurs pairs pour l'accès à l'éducation, mais aussi l'accès au marché de l'emploi. Parce qu'on ne peut pas prévaloir d'un accès équitable au marché de l'emploi si en amont, on n'a pas mis en place des dispositifs d'éducation et de formation professionnelle qui sont inclusifs et qui sont basés sur la non-discrimination. Permettez-moi de revenir à l'inauguration d'hier. Nous avons eu tous l'honneur d'assister à cette inauguration. Et hier, j'ai vu les familles pleurer de joie. Et j'ai vu la joie et les larmes aux yeux des jeunes. Les jeunes se sentaient valorisés, reconnus, leur dignité reconnue. Ils sont sur le point de commencer une nouvelle étape de leur vie. Une étape avant-hier était un rêve. Ils sont devant un cadre d'employabilité, ils vont avoir un emploi, une rémunération. Et ceci revient à une grande valeur de la citoyenneté marocaine, qui est la solidarité. Moi, je crois qu'à travers cette valeur qui est maintenant ancrée dans la réalité et l'imaginaire des Marocains, à travers ce que fait la Fondation Mohamed V pour la solidarité pendant plus d'une décennie, il donne d'abord la réalité, l'impression et le résultat d'un travail consistant, continu, avec un grand rythme et rapidité. Moi, je crois que je peux répondre à la question indirectement parce que je n'ai pas les chiffres, mais on peut dire qu'à travers cette continuité régulière, rythmée, la solidarité peut susciter le fonds, mais aussi peut susciter l'attention de la citoyenneté marocaine et aussi de la perception internationale. J'aimerais dire que c'est ça en fait la philosophie de ce projet, le Centre d'insertion aidé par le travail qui a été inauguré hier par Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste.
La philosophie, c'est justement de ne pas continuer à donner de faux espoirs aux jeunes handicapés avec retard mental, soit formés ou non formés. Donc là, on présente un modèle, on présente un exemple de structure unique au niveau national et au niveau de la région, qui offre à l'handicapé avec retard mental une opportunité d'emploi qui rentre dans le cadre du jouissement de son droit. Comme vous dites tout à l'heure, ce n'est plus de la charité, c'est un droit. Donc l'handicapé mental doit jouir de son droit comme tous les citoyens marocains. Et ça, c'est dit clairement dans la Constitution marocaine, à l'article 34. Donc, le Centre d'insertion et d'aide par le travail, le CIET, vient proposer un modèle, comme l'ont dit les collègues. Et ce modèle, il a été beaucoup travaillé au niveau du Centre national des handicapés et au niveau de la Fondation Mohamed V pour la solidarité, et qui vient couronner en effet cette stratégie, cette vision stratégique à long terme de la Fondation Mohamed V depuis sa création. Alors, si vous voulez, la vision sur le handicap, elle est très, très négative au Maroc. Et je peux vous donner des mesures, des indicateurs de mesure de cette vision. Il y a qu'à voir dans la rue. Voilà. Alors déjà, oui. Déjà, il y a peut-être un signe, c'est qu'on ne voit pas beaucoup handicapés dans les rues marocaines. Voilà. C'est un signe, ça. Ils sont invisibles. Ils sont invisibles. Moi, je parle d'invisibilité des personnes en situation de handicap et d'une invisibilité en tant que personne, mais au niveau institutionnel aussi. Parce que 79% des enfants en situation de handicap de la tranche d'âge 5 à 17 ans ne dépassent pas l'école primaire. Ils sont 3 fois moins scolarisés que la moyenne. Oui. Alors, vous avez également le taux de chômage parmi les personnes en situation de handicap dépasse de 4 fois le taux de chômage parmi leurs pairs. Et ça, c'est des chiffres alarmants qui peuvent mesurer le degré de discrimination et de stigma. Parce que jusqu'au jour d'aujourd'hui, quand nous voulons parler de handicap, on ne parle pas de situation de handicap et de situation de participation sociale, on parle d'incapacité qui est mesurée par le médical. C'est-à-dire une personne qui ne peut pas voir, c'est une personne inapte. On a ce problème. Tant qu'on a cette mention inapte pour l'accès à l'emploi, parce que jusqu'au jour d'aujourd'hui, pour être recruté dans la fonction publique, vous devez passer un examen médical, physique, de santé, qui vous taxe d'inapte si vous êtes sur fauteuil roulant, si vous ne voyez pas ou vous n'entendez pas. Et ça, c'est très grave. Alors, je ne parle pas des personnes avec handicap mental qui d'office sont rejetées parce que de toutes les façons, quand on a un handicap mental, il y a un problème de classification du handicap au Maroc. On n'a pas encore adopté la classification basée sur les capacités. La Convention, dans l'article 3, elle parle de la reconnaissance des capacités évolutives de l'enfant handicapé. Or, dans notre conception et dans les textes qui régissent l'enseignement, on parle d'incapacité et de degré d'handicap. Quand l'enfant a un handicap profond ou moyen, il n'y a pas une mention des aménagements raisonnables pour rendre l'école possible pour lui. C'est lui le fautif, donc il faut l'exclure de l'école. Ce n'est pas l'école qui est fautive parce qu'elle n'a pas mis en place le dispositif nécessaire pour rendre l'apprentissage possible. Et c'est normal. C'est normal. Si vous m'emmenez aujourd'hui en Chine et que je ne connais aucun mot chinois, je serai en situation de handicap profond. Je ne pourrai ni étudier, ni même subvenir à mes besoins essentiels. Parce que je ne connais pas cet environnement, je n'ai pas les moyens d'accéder à cet environnement. Et c'est ce qui se passe avec les personnes en situation de handicap, notamment intellectuelles. Moi, je crois que la personne en situation de handicap n'a pas besoin d'être protégée. Elle a besoin d'être reconnue. Oui. Et après, c'est à toute la société de mettre les dispositifs nécessaires pour trouver la bonne situation de travail, les moyens, les moyens nécessaires, financiers et autres, pour qu'ils soient productifs. Notre expérience, elle est claire. Nous travaillons sur 2 grands axes. C'est l'axe de la prise en charge, de renforcement de capacité.
de la petite enfance jusqu'à le jeune âge, jusqu'à la formation professionnelle. Et nous travaillons sur un autre axe, c'est la sensibilisation, c'est l'accompagnement des parents, c'est le changement de regard, c'est l'ensemble de tout ça. Alors, à travers ces deux axes, la conclusion, elle est claire. Nos enfants, dès 1 an, 2 ans, ils ont énormément de capacités pour suivre, produire, comprendre, réagir, communiquer. Au jeune âge, ils ont énormément de capacités, mais ils sont freinés par la loi, par le regard, par les moyens qui sont parfois défaillants. Et donc, oui, on a besoin de renforcer la loi, on a besoin de changer la loi, mais sans vision protectrice. La vision protectrice donne l'impression que la personne en situation de handicap, elle est toujours au 2e rang, alors qu'il n'est pas au 2e rang. Il est égal à part entière avec l'ensemble des citoyens et il peut, selon ses capacités, la notion de capacité peut servir, peut suivre, peut produire et peut être efficace. Comme vous le savez, nous attendons toujours tous les ans l'hiver et avec l'hiver, finalement, il y a ces problèmes que vous venez de dire, donc le problème de la vague de froid. Alors, pour nous, en tant que ministère de la Santé, nous avons un plan national hivernal qui est déclenché chaque année tacite reconduction. Parce que, comme vous le savez, nos équipes sont rodées dans ce sens et tout le monde est vraiment armé et connaît très très bien la façon de faire. Alors ce plan national hiver, donc comme vous le savez, nous avons des températures qui sont différentes d'autres pays, par rapport à d'autres pays. Et donc finalement, pour nous, c'est quand on commence à avoir des chutes de neige importantes avec des degrés qui atteignent les -2, -3 et qui partent comme cette vague de froid jusqu'à -9, l'année dernière jusqu'à -10. Alors quand on atteint ou quand les prévisions nous annoncent de telles baisses de température, alors automatiquement nous déclenchons nos dispositifs, nos plans d'action de vague de froid, à différencier du plan hivernal. Parce que le plan hivernal, il commence bien avant, il commence depuis le début de l'hiver. Nous, on commence vers le début décembre. Donc vers le début décembre, déjà, nous avons un plan qui se met en place, mais c'est un plan de routine. Donc on déclenche, on avise nos délégations respectives, nos directions régionales, donc pour essayer de mettre en œuvre toutes les actions de routine pour faire face à cette à cet hiver. Mais bien entendu, quand l'alerte est annoncée par la direction de la météorologie nationale concernant la vague de froid, eh ben, à ce moment-là, on déclenche le dispositif vague de froid. Et comme vous l'avez bien dit, cette année, donc suite aux instructions de Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste, donc nous avons doublé nos efforts et pour exécuter donc les instructions de Sa Majesté, pour essayer d'aller à la rencontre de cette population qui se trouve dans les zones enclavées, dans les zones qui connaissent beaucoup de froid. Et là, nos différents plans sont en marche. Alors, ce plan humanitaire, il est spécifique aujourd'hui ? Bien sûr qu'il est spécifique. Comme l'a dit le docteur Afifi, chaque fois qu'il y a des chutes de neige importantes, quand il y a un enclavement des populations qui commencent à vivre une situation précaire, la Fondation intervient. Et cette année aussi, conformément aux directives de Sa Majesté le Roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, la Fondation organise une campagne humanitaire en faveur de populations démunies et enclavées de 3 provinces, la province de Midelt, la province de Tinghir et la province d'Azilal. Alors, combien de fois il a été déclenché ce plan? Alors, est-ce qu'on peut appeler ça un plan d'urgence? Parce que c'est quand même un plan d'urgence. Oui. Combien de fois il a été déclenché par le passé, ce plan? Pratiquement pendant ces 10 dernières années. Depuis 2007, depuis le déclenchement pour la première opération d'Ergo, chaque année, la Fondation, en cette période, organise un plan d'urgence dans ces situations d'exception. D'accord. Et en nombre de douars, on recense près de 990 douars. Ça ne veut pas dire que ce sont eux qui sont concernés. Exactement. Ça concerne les douars qui sont situés à plus de 1500 mètres d'altitude. Exactement. Alors, avec le ministère de l'Intérieur, donc nous avons établi une liste des communes les plus concernées par le froid, donc par
le froid en général, et plus exactement aux environs de 160 communes qui sont ciblées par la vague de froid, c'est-à-dire par les températures les plus basses. Et donc c'est là où le plan est renforcé, c'est-à-dire il y a, durant le plan national hiver, il y a une programmation dans toutes ces communes avec un accent encore plus important dans les 160 communes qui connaissent la vague de froid et bien sûr aussi cette vague de froid qui est, je dirais, corrélée avec un problème de coupure de route et éventuellement d'enclavement. Alors comment ça fonctionne aujourd'hui? Est-ce qu'on a mis des hôpitaux de campagne? Est-ce qu'on a mis des points de santé? Exactement, qu'est-ce qui est mis en place? Pour le côté médical, il y a eu un déploiement de 3 hôpitaux militaires dans chaque province, celles que j'ai déjà citées, Azelal, Midelt et Tinrer. Ces hôpitaux vont être aidés par la Fondation qui va déployer elle aussi ces unités mobiles médicalisées, notamment celles dotées de radiologie numérique et d'échographes, pour faire des déplacements dans les coins enclavés. Donc il y aura une coordination selon chaque région. Vous avez suffisamment de gens pour aller à l'aide de ces populations? On n'a jamais suffisamment, mais on s'adapte. La Fondation fait toujours appel à ses partenaires pour mener ces actions. Il y a le personnel d'abord de la Fondation qui s'investit totalement, tout profil confondu. Et il y a les partenaires de la Fondation, ce sont les associations, c'est la société civile, notamment les associations médicales. Quand elles sont sollicitées, on a tout un programme de campagne médicale durant toute l'année. On arrive à réaliser plus de 80 campagnes médicales et on touche une population de plus de 100 000 bénéficiaires. Ces campagnes sont organisées en collaboration étroite avec les délégations médicales locales et avec les autorités locales aussi. Il y a aussi les programmes qu'initie la Fondation elle-même, qui sont des campagnes médicales avec une offre médicale générale, multidisciplinaire, et une offre médicale spécifique, avec notamment la chirurgie générale et la chirurgie de la cataracte. Donc l'apport des volontaire est souhaitable, c'est sûr. Vous en avez besoin? Toujours. Non, et toujours. La Fondation travaille avec ses volontaires. On parle de solidarité, c'est vrai que l'argent ne suffit pas. On le disait hier sur ce plateau. Pour être très clair, le manque, déjà le ministère de la Santé, il y a un manque en ressources humaines qui est très connu et donc que l'on vit. Mais je suis heureux sur ce plateau de dire que même avec ce manque, lors de ces situations et quand on a besoin de personnel, ils sont tous là. D'ailleurs, avant de venir au plateau, il y a pas mal de gens, il y a pas mal de personnel, il y a même des professeurs universitaires qui m'ont appelé pour me dire « on est là, si vous avez besoin de nous, on est là pour aller aider ». Déjà, aujourd'hui, il y a une équipe qui est sur place à Khenifra pour essayer de préparer le montage de l'hôpital mobile. Et là, ils n'ont trouvé aucune difficulté en termes de ressources humaines. Tout le monde voudrait y participer, sincèrement. La solidarité chez nous est encore quelque chose de précieux et qu'on doit préserver. Maintenant, pour ce qui est de routine, pour ce qui est de routine, nous, d'ailleurs, c'est ça notre rôle. Le rôle d'être de bons planificateurs, c'est d'essayer de voir très loin et ne pas essayer d'être dans les bureaux, attendre la vague de froid pour qu'on puisse agir. Et là, sincèrement, il y a beaucoup d'actions qui se font d'ailleurs. Au-delà du plan hivernal, il y a ce qu'on appelle le plan santé rurale avec toutes ces actions, avec les actions. Donc, il y a déjà les centres de santé, ils travaillent avec des modes. Il y a un mode fixe, donc qui est passif, c'est les malades qui viennent. Mais il y a un mode mobile dans ce centre, avec des équipes de ce centre qui partent. Et d'ailleurs, c'est eux qui ont le vrai œil du ministère pour voir un peu la situation sanitaire de la population, parce qu'ils sont toujours en contact de la population, ils connaissent ce qui se passe, quand ils voient un changement, c'est eux qui nous avisent. Donc finalement, il y a toujours je dirais, ce travail de fond qui se fait. À part les couvertures, la Fondation, à travers les campagnes qu'elle mène, par les associations partenaires, elle fait de la sensibilisation au profit des populations. De la sensibilisation concernant l'hygiène de vie, concernant
les précautions à prendre envers certaines maladies et ça diffère d'une région à l'autre. Le plus long plan qui a été mis en œuvre depuis 2007, il y avait le programme d'Infgo, pas d'Infgo, de Tounfit, de toute une région, qui a duré presque 7 mois. 7 mois. 7 mois. C'était une belle expérience avec installation de postes médicaux avancés dans 10 douars qui sont restés en permanence pendant 7 mois. Donc des postes médicaux permanents qui sont restés dans la première expérience de 2007. Alors qu'est-ce qui se fait lors de la levée, je dirais, de l'alerte? Lors de la levée de l'alerte, il y a toujours ces actions permanentes qui restent. Notamment dans ces zones ciblées par le froid, nous continuons notre programmation. Parce que comme je l'ai déjà annoncé, il y a des pathologies, notamment les pathologies respiratoires. Les pathologies respiratoires vont se déclencher, voire même jusqu'à 21 jours après le début du froid. Donc on reste, mais comment on va rester? C'est-à-dire qu'il y a, par exemple, l'hôpital mobile qui reste pendant une longue période jusqu'à résoudre toute la problématique, parce qu'on ne va pas mobiliser l'hôpital mobile pour une courte durée et repartir. Déjà, c'est quand même une grande structure. Tant qu'on est là, on a rapproché les services hospitaliers à la population. Quand vous parlez d'hôpital mobile, grosse structure, c'est combien de gens? Quand vous dites hôpital mobile, ça mobilise combien de personnes? Alors une unité. Ça mobilise en moyenne 60 personnels de santé, en plus du personnel de logistique, avec 15 spécialités. Donc notamment les spécialités chirurgicales, les chirurgicales de base, avec une unité de soins intensifs, 2 blocs opératoires, des examens sophistiqués d'exploration fonctionnelle, avec même un scanner mobile. On peut faire actuellement un scanner mobile dans l'hôpital mobile. À Boumia, l'année dernière, on a fait un grand nombre. Donc nous avons les statistiques, mais c'est-à-dire que les gens sont demandeurs, parce que finalement on est là et on a rapproché ces services à la population. Tant qu'on est là, on absorbe le maximum, jusqu'à qu'il y ait presque personne qui en demande. Il y a des choses qui se font. Maintenant, nous sommes en train de les dupliquer partout, parce que vous avez vu le plan national qui prévoit plusieurs CHU au Maroc. Donc c'est des choses qui se font, bien sûr, avec une très bonne cadence, je dirais. Vous êtes l'optimisme même. Alhamdulillah. Je vous ferai revenir. Là aussi, la Fondation a son apport. Elle a distribué, elle a fait don de plusieurs dizaines d'ambulances aux structures de l'État, du ministère de la Santé. C'est la Fondation Mohamed V qui a donné depuis sa création, elle a donné des centaines d'ambulances qu'elle a distribuées un peu à travers tout le royaume, ainsi que du matériel médical sophistiqué. Bien sûr, il y a actuellement, je vous ai dit qu'actuellement, il y a du personnel. Donc déjà, il y a toutes les directions régionales concernées avec les délégués et les responsables qui sont sur place. Et aussi, il y a une équipe centrale actuellement, donc sur instruction de Monsieur le ministre et de Monsieur le secrétaire général, qui est en place au niveau de Khenifra maintenant pour superviser tout ce montage et donc à donner je dirais un boost au démarrage de cet hôpital au niveau de Khenifra. Alors, docteur Jazouli, là, dans les prochains jours, au niveau du plan humanitaire, il y a quelque chose de spécifique qui va être déployé dans les prochains jours, alors ça va suivre son cours, comme vous nous l'avez décrit? On peut intervenir dans d'autres régions si le besoin se fait sentir, mais on a déjà un programme annuel et on va initier d'autres actions dans d'autres provinces, là où il y a un besoin, avec une offre médicale spécifique et générale. C'est un code de presse qui est tout à fait différent des autres lois. C'est un code de presse qui va cadrer, au fait, une des professions qui est les plus difficiles, où ces artisans œuvrent dans des conditions qui sont très, très difficiles aussi. Et par conséquent, nous devons tous travailler pour qu'on puisse cadrer cette profession de façon à leur donner les plus de conditions de travail pour qu'ils puissent répondre aux exigences de cette profession. Pour votre question... Que le ministère de la Communication considère ce métier comme difficile. Hein? Oui, tout à fait. On a cessé de dire que la profession, c'est une profession qui est très difficile. Les artisans, ils œuvrent à la croisée des champs politiques, économiques et sociaux, ce qui n'est pas
tout à fait évident et durant leur métier, durant leur quotidien, ils flirtent avec tous les défis, avec toutes les contraintes qui puissent être imaginables et possibles. Revenons à votre question, qui est pourquoi ce nouveau code. Comme nous le savons tous, le Maroc a connu un certain nombre d'événements, déjà commençant par la Constitution de 2011, qui a notamment dans ses articles 25, 27, 28, incité à la libre expression et un certain nombre d'autres dispositions au profit du métier, de la profession de la presse. Et par conséquent, il fallait décliner toutes ces dispositions en termes de code de presse et en termes des autres lois qui sont notamment la loi pour le journaliste professionnel et la loi pour le Conseil national des journalistes. Pour revenir sur le contexte, je ne reviens pas effectivement sur la Constitution, le printemps arabe, qui ont été des changements majeurs, et une impulsion majeure pour inciter à une réforme du Code de la presse. Il faut pas oublier que les autres ministres s'y sont essayés. Depuis Ash'ari, donc l'adoption du Code de la presse qu'on a actuellement, encore en vigueur aujourd'hui, on a eu Ibn Abdallah qui a tenté de réformer le code de la presse avec un texte où il y avait des avancées, mais qui, in extremis, a été finalement retiré et donc n'a pas du tout été présenté pour être voté. Ensuite, il y a eu un autre ministre, Nasseri, mais qui avait des relations plutôt mauvaises avec la presse, avec les journalistes, et donc il n'a pas eu réellement de volonté de réformer ce code de la presse. Et puis est venu effectivement dans un contexte nouveau, différent, Mustafa Al-Khalfi, le gouvernement Ben Khelane, Mustafa Al-Khalfi notamment, avec des promesses fortes. On se souvient en 2012, il avait réuni plusieurs centaines de créateurs, fondateurs, directeurs de sites d'information en promettant qu'effectivement il allait se pencher sur la situation de la presse électronique notamment et sur une réforme du code de la presse de manière plus générale pour le rendre plus conforme à l'esprit de la nouvelle constitution et des changements majeurs qu'avait connu le Maroc. L'un des paradigmes importants, je pense aussi, qui a poussé à cette réforme, ou ce projet de réforme du Code de la presse, c'est aussi le changement de paradigme, j'allais dire technologique, ou du paysage médiatique et économique. Quand on a... il y avait des vides, hein. On a un raz-de-marée. La presse électronique. Voilà, on a un raz-de-marée on a eu un raz-de-marée avec la presse électronique ces 10 dernières années, à peu près. Sur ces 10 dernières années. Alors justement, juste donner un chiffre, parce que c'est vrai qu'on s'en rend peut-être pas compte. 158 sites d'information électronique, ça c'est le chiffre, hein, fin avril 2015, qui sont inscrits. Oui, qui sont inscrits. Mais c'est qu'ils ont fait un défaut. Tout à fait. C'est déjà considérable. Oui. C'est quand même considérable. 158 sites d'information électronique. Au nombre de titres de presse papier, effectivement, on voit tout de suite qu'il y a un rattrapage déjà très rapide. Pourquoi on a une telle levée de bouclier alors? Alors, ce que dit Sir Razali est vrai et un peu moins vrai. Juste et un peu moins juste. Pour la première année. Parce qu'il faut reconnaître les choses. Ça a été une approche participative au départ. En 2012, début 2012, quand le ministre actuel, Mustafa Al-Khalfi, est arrivé, son objectif principal, son grand chantier était de quitter son ministère en ayant laissé un code de la presse. Donc ça a été fait d'une manière sérieuse. Et il y a eu une participation de tout le monde, enfin de tous les concernés. Il y a eu la commission scientifique, il y a eu la commission technique, il y a eu le livre blanc. Il faut quand même rappeler pour les gens qui peut-être ne le savent pas, c'est qu'il vient du métier. Oui, il est ancien directeur de publication d'un journal, et donc c'est quelqu'un du métier. Il a fait le travail. Jusque-là, c'est juste. Là où c'est un peu moins juste, c'est qu'on peut dire que ça s'est arrêté plus ou moins à fin 2014. À fin 2014, il y a pratiquement plus rien eu. On parlait avec les professionnels qui disaient que qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on a enterré ce projet? Est-ce qu'il est toujours d'actualité? Est-ce qu'il est fait? Est-ce qu'il n'est pas fait? Il s'est passé un an, pratiquement toute l'année 2015, jusqu'à ce fameux mois de novembre, je pense, à Sir Razali, où les trois projets, c'est-à-dire, parce que quand on parle du Code de la presse, en fait, ce sont trois textes. C'est le Conseil national de la presse, qui était dans le pipe depuis longtemps, dans les idées, qui est sorti. Il y a eu le statut du journaliste, et puis le Code de la presse, la loi sur la presse. Les deux premières sont entrées dans le circuit gouvernemental puis législatif.
sans trop de problèmes en novembre 2014. Et puis là où ça a coincé, c'est au niveau du code de la presse, quand il est sorti. Quand il est sorti, il a été déposé au gouvernement, il me semble, ou il devait partir au gouvernement. Et puis là, il y a eu une levée de bouclier, parce que ce que dit l'ensemble de la profession est que les choses, les points importants sur lesquels ils s'étaient mis d'accord avec le ministère, ils ne l'ont pas retrouvé en fin de parcours. On retrouvait, bon, pas de... Alors, la grande fierté de Moustapha Al-Khelfi, par exemple, du ministère, vous voyez venir, c'est la suppression des peines privatives de liberté. Oui. J'aimerais bien rebondir sur la réponse de Sibou Bousta, parce que tout à l'heure, il a dit que pour une partie, effectivement, il y avait une concertation, par la suite, il n'y avait plus. Comme vous le savez, pour l'élaboration d'un texte, vous avez 3 étapes. La première, c'est l'étape de la conception, où il y a la participation intense, où toutes les professionnels sont là, où tout le monde recommande, tout le monde donne ses propositions. Par la suite, vous entrez dans une deuxième phase de la procédure, qui est la phase administrative. On entre d'ores et déjà dans la procédure législative pure. Et là, de rédaction, vous disiez. Non, ça veut dire que c'est pour la comparaison, pour la vérification, le contrôle, la cohésion, tout ça, c'est une profession. Donc, sur cette partie-là, il fallait avoir du temps, parce qu'il y a énormément de textes. Il fallait attendre et il fallait faire des concertations avant qu'on passe à la partie conseil du gouvernement. Et c'est tout à fait normal. Là, il y avait eu une version qui a été diffusée sur le site du SGG. Il y avait quelques modifications. Les professionnels n'ont pas vu un certain nombre de leurs recommandations, de leurs propositions, et c'est tout à fait normal. Parce que lorsqu'on fait une concertation, on essaie d'avoir le maximum des propositions et des idées. On ne peut pas avoir l'exhaustivité de tout ce qui a été proposé, c'est tout à fait normal. C'est un texte où non seulement les professionnels sont là, mais aussi les acteurs qui sont les journalistes, mais aussi les autres instances. Et il y a le gouvernement aussi. Et il y a les intérêts aussi, et le cadrage et la cohésion avec les textes internationaux. C'est tout à fait normal. Par la suite, il y a eu cet énervement, et puis après cette montée en charge des professionnels par rapport à cette différence. Mais j'insiste, il y a eu une participation, et tout ce qui a été fait, c'est la procédure tout à fait normale. On est dans une phase législative tout à fait pure et simple. Il y a la volonté en fait du ministère. Alors effectivement, ils écoutent une partie de la profession. Je l'ai dit tout à l'heure, certains sont plus royalistes que le roi et veulent mettre des verrous pour garder une sorte de privilège en tant que journaliste. Aujourd'hui, par exemple, le statut journaliste, je ne sais pas si c'est présent dans la dernière mouture, mais on parlait d'avoir un certain niveau, bac plus 3 pour être journaliste, par exemple, etc. On a l'impression qu'on est en train de légiférer une fonction, un statut, comme si pour écrire, même si bien sûr le métier de journaliste est un métier, il doit s'apprendre soit sur le tas, soit être formé, mais il y a énormément de personnes qui n'ont pas forcément bac plus 3 et qui sont tout à fait compétents pour informer les citoyens. C'est comme si demain on légiférait pour être écrivain, eh bien il faut avoir un niveau bac plus 3 et donc on n'aurait pas eu de Mohamed Choukri, etc. Et je pense que ça c'est une volonté finalement de restreindre, de contrôler, tu disais le terme tout à l'heure, de contrôler un secteur qui est un petit peu sensible. On disait difficile, mais c'est un secteur sensible dans la mesure où c'est une sorte de courroie de transmission finalement entre le citoyen et l'État, les autorités, le gouvernement, les partis politiques, etc. Donc les médias sont un élément important dans la vie démocratique de la cité. Et donc il y a parfois, souvent, une vision un peu sécuritaire, un peu avec une volonté de contrôler, et malheureusement certains de la profession donnent crédit et même insufflent même cette volonté de contrôler en disant effectivement il n'y a que nous qui avons le droit d'être directeur de publication, d'être fondateur d'un site d'information, il faut être journaliste professionnel et donc ne pas laisser la chance, alors que même peut-être n'ont pas forcément bac plus 3 ou n'ont pas été formés dans une école de journalisme, mais ont appris sur le tas. Il y a des blogueurs de 15-16 ans qui ont des talents d'écriture absolument incroyables. À ce moment-là, ces gens-là ne peuvent pas devenir journalistes. Pour les constantes du royaume, effectivement, il y a l'article 70 qui dit l'atteinte aux constantes du royaume, que sont le roi, l'intégrité territoriale et l'islam. D'accord. Pour le roi, on a aussi précisé donc les princes, etc. Et on envoie directement aux articles 102 et 104, je suppose, qui eux sont particulièrement graves parce qu'ils disposent de suspension, de blocage, de saisie sur requête du parquet
ou de l'autorité gouvernementale et décision prise en référé dans les 8 heures. Donc là, c'est rapide. C'est-à-dire avant même le jugement. Oh, non, après, il y a aussi autre chose de plus important, de petits détails, le diable dans le détail, dit-on, n'est-ce pas, que s'il y a suspension pendant 1 mois ou 2 mois, ça ne libère pas pour autant le directeur de la publication des engagements qu'il a vis-à-vis de ses fournisseurs ou de ses salariés. Donc là, c'est la mise à mort. Maintenant, si on veut revenir, bon, ça c'est la loi. Maintenant, si on veut revenir à la logique et au débat plus ou moins philosophique, si on veut, il y a les réseaux. Et les réseaux, ils sont tenus par aucune loi. Est-ce qu'on voit des atteintes aux constantes et aux fondamentaux? Est-ce qu'il y a des gens qui insultent le roi, ou qui remettent en cause l'intégrité ou qui remettent en cause l'islam? Non. Ou alors c'est très rare, c'est extrêmement rare. Ça, c'est la part du grand public. Alors, que pourrait-on dire de la part de professionnels? Donc ça, à la limite, c'était du copier-coller, comme disait c'est Mohamed Zouar, où on a pris l'ancien code et on a repris. Maintenant, là où je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi, c'est sur l'histoire des amendes et des contraintes par corps. J'ai eu de longues discussions avec les responsables du ministère, et finalement, Pardon? Il n'y a pas de contrainte par corps. Il n'y a pas de contrainte par corps, et il y a des contraintes par corps. Il n'y a pas de contrainte par corps parce que il y a des amendes qui peuvent être exorbitantes. En fait, il y a amendes et il y a dédommagement, des dommages-intérêts. Les amendes vont jusqu'à 200, 300 000 dirhams. Il y a le civil et il y a le pénal. Voilà.